Ça va être la rencontre entre une écrivaine qui s'appelle Anne Cibrand et ses petits, si j'ose dire. Tout ça relève de l'amour de la littérature et de la poésie. Donc, dans les auteurs qui sont chers à Anne Cibrand et à Julie Delisle, et par transitivité avec moi, il y a des gens comme, je vais en oublier, des gens comme Joseph Delteil, Ramu, Charles-Albert Sangria, Georges Perros, Christine Singer, Ingeborg Bachmann, Régine de Tambel. Enfin, il y a une constellation comme ça d'écrivains et d'écrivaines qui nous font vibrer. Et Anne Cibrand en fait partie. C'est quelqu'un qui a une 40, 50 ans, peu importe, mais qui vit plusieurs mois de l'année en Équateur, en forêt équatorienne, qui s'intéresse beaucoup au chamanisme, qui vient de sortir un bouquin chez Gallimard qui s'appelle L'enfance d'un chaman, qui est sorti également un autre livre qui s'appelle Ma vie dans les airs, me semble-t-il. Ma vie en l'air, voilà, où elle vous explique comment elle arrive à volter uniquement en remuant les doigts, c'est de toute beauté. Et puis elle a écrit un bouquin il y a un peu plus longtemps qui s'appelle Je suis la bête, qui pour moi est un bouquin talismanique, je dirais. Voilà, c'est l'histoire d'une enfant de 2 ans environ abandonnée en forêt. C'est un thème qui pourrait être archi rebattu, encore que, mais qui en l'occurrence est, je dirais, presque tellurique ou paléolithique, comme disait Joseph Delteil. Voilà. La meilleure façon de consommer un lièvre, il disait, lui, c'est de faire brûler la forêt, par exemple. Donc voilà, une enfant abandonnée et recueillie par un chat sauvage, et toute une série non pas d'aventures, mais des escalades, je dirais. Et une image finale que je ne devrais pas révéler, mais les 2 pages finales, c'est une forêt en mouvement. Voilà. Et c'est 2 pages somptueuses, bouleversantes. Voilà pour ce qui est d'Anne Cibrand à gros traits, qui est vraiment une fille en or. On a assisté à une lecture de Julie à la SAC dans sa présence, on l'a rencontrée, elles ont résidé toutes les 2 à Nohant chez Georges Sand pour adapter le roman, à la pratique chez Cécile Loyer, bientôt à l'abbaye de Noirlac, donc quelques indices confortants à chaque étape. Et puis Julie, c'est quelqu'un qui est passé par la Comédie de Saint-Étienne à l'époque de Berruti et Rancillac, hein, puis qui a fait un bout de chemin depuis, qui a atterri dans le Berry il y a 2 ans à peu près maintenant, enfin un détour par le Conservatoire d'Orléans pour y enseigner. C'est quelqu'un qui a également traversé et côtoyé de près Tanguy, le radeau au Mans, dont elle est native, donc tombée dans ce chaudron-là. Voilà en gros ce que je puis vous en dire avec ce que je suis. À toi de jouer. Un jour, ils m'ont poussé dans un placard. Et puis ils ont refermé la porte. Je ne les ai jamais revus. Ni la femme qui m'a sorti de son ventre, ni l'homme qui me portait un peu. Est-ce que j'avais crié trop fort? Ou peut-être ils ne pouvaient plus me nourrir. S'il n'y a qu'une chose de sûre, c'est qu'ils m'ont oublié. J'avais 2 ans. Parce qu'ils m'avaient donné un nom quand même, que d'autres trouveront plus tard en fouillant des papiers. Un nom, sans adresse ni maison, laissé au hasard d'un village par ces 2-là qui n'avaient que leurs jambes et cette longue faim qu'ils traînaient sous le ciel, asseyait sur une pierre à un feu de carton.
crois que je les ai appelés. Car je savais un peu parler à l'époque. Mais je n'ai pas trouvé les mots pour qu'ils m'entendent. Parce qu'ils sont restés encore un moment, à côté de la porte, dans la maison abandonnée. C'est de ces choses dont je me souviens par le bout de mes ongles. Je les entendais marcher. Je savais même quand ils dormaient, à leur respiration. Jamais je n'aurais gratté sans tout leur bruit derrière. Gratter, à m'en pistourner les doigts, les faire pousser à rebrousse-poil. On peut m'en dire et m'en dédire, mais il est des choses que je sais sans les mots, par le fond de mon corps. Comme quand je touche une de mes blessures de chasse. Tout revient aussitôt. Je sens la bête qui m'agriffe, la pierre qui me mord, la branche qui me perce. Pour me rappeler le placard, il suffit que je frotte dessous mes griffes rondes aux cicatrices roses des phalanges raccourcies. Alors je revois deux mains folles en train de supplier le bois, le fouiller jusqu'à l'os, avec le corps pendu derrière, comme un petit chiffon. Puis il y a eu ce moment où j'ai cessé de gratter. Je m'appliquais tellement à entendre. Est-ce que j'avais encore une respiration ? J'ai léché le sang aux 4 doigts. La lumière s'était éteinte dessous la porte. Il n'y avait plus aucun bruit. Alors cette fois, je suis d'accord. L'homme et la femme avaient bien quitté la maison. Je ne sais plus si c'était le jour ou la nuit, mais j'ai fini par m'allonger, avec la bouche sèche, la langue aussi dure que les dents. La dernière eau qui me reste part en giclée d'urine sur des cuisses trop froides pour être encore à moi. Ensuite, j'ai mes mains qui s'en vont, raclent le sol, remontent vers le fond du placard. Parfois, le corps prend plus de place à mourir que lorsqu'il est vivant. Alors, les bras s'étirent, le dos se cambre, et je n'ai déjà plus de souffle qu'un cœur lent et distrait quand le bout de mes doigts s'enfonce tout d'un coup dans une fourrure profonde, quelque chose de très doux. Alors, je rampe en désordre, car je sens une respiration derrière les poils. Un ventre qui se lève, qui s'abaisse, avec cette odeur brûlante, irrésistible d'entre le lait et le sang. Ma main avait touché une chatte grosse, avec ce poil en écorce, ses yeux de sève, de cette race tellement farouche que jamais l'homme ne la voit. Des chats de vent, presque impossibles, mais avec 8 lignes sur la queue, comme il se doit. Celle-là était venue pour mettre bas. Entrée par un soupirail étroit dans le fond du placard. Ma bouche avait déjà trouvé les petits boutons roses perdus dans sa fourrure, et je me tortillais furieusement pour ces giclettes de lait qui me venaient partout, dans l'œil ou sur le front. Je gigotais si bien, pendu à mon suçoir,
que je n'ai pas senti les chatons morts-nés qui roulaient sous mes épaules, se coinçaient à mon cou. C'est pour ça que la mère se laissait faire d'ailleurs. Autrement, j'aurais reçu la griffe, pendue comme ça à ses tétons. À peine flairés les chatons, aussitôt dans ma bouche. Ils avaient la chair fade, les os mous. Et comment j'aurais pu survivre sans ces viandes à mâcher? Ensuite, j'ai dû me coucher contre elle, dans sa chaleur de fond de ventre où j'aurais bien voulu rentrer. Le placard est dans une maison grande, perdue au milieu d'une forêt sans chemin ni personne, où les peurs des hommes restent accrochées aux branches qui ont griffé leurs joues, arraché leurs cheveux. Ici, l'arbre ne tombe que lorsqu'il est trop vieux. Alors on en trouve à pourrir, comme entre ciel et terre, tellement ils sont penchés. La forêt pousse les pierres, dresse les ronces, met les racines où elle veut. Et tout ça lui fait une voix qui va parler aux bêtes, aux sources, aux oiseaux. Tous ceux qui la traversent, elle les remplit de silence. J'ai eu cette voix-là pendant 5 ans, dans mon dedans, à en oublier les hommes. Les truites sont cachées sous les berges, et je les pêche à l'épouvante, battant des pattes ou retournant le sable jusqu'à la vase. Il y a dans leur ventre quelque chose qui m'affole, le goût des abeilles qu'elles ont gobées. Quelle surprise délicieuse que ces croustillons gorgés de miel au milieu des viscères laiteuses et de la chair glacée. J'en prends tellement l'envie qu'il m'en faut toujours d'autres, et je deviens rusée. Tapis près de l'endroit où les abeilles sont à boire, à ces mousses crépues où les truites clapotent pour se les attraper. J'y reste tant. J'oublie les autres viandes. Il n'y a plus que cette faim, comme une fièvre longue. Celle qui s'envole, je la suis. Et la perdant, j'en file une autre. Puis, de fleur en fleur, jusqu'à ce que j'arrive à la boîte fermée où elles sont toutes à sortir, à rentrer. Corbleu! Un tel grouillement d'abeilles, mais c'est un bonheur impossible à décrire, moi qui n'ai jamais mangé que pour le ventre plein. Je me suis fait une coulée depuis le haut de la forêt jusqu'aux gorgées de miel. Et j'y cours, avec cette faim terrible que rien ne sait calmer. D'abord, je flaire dessous les rives, pour une truite peut-être, son ventre sucré amer. Puis, il y a ce sable blanc dans le milieu de l'eau. Là, je me mouille, comme on se roule dans une charogne, mais sans lâcher de cris. Ensuite, je file, toute pleine de gouttes et de froidure, ouvrir les boîtes à abeilles, y plonger les griffes et le cou. Elles sortent en nuages. Elles tournent un peu, avec un bourdonnement perçant, mais vient toujours ce moment où elles me couvrent, et buvant chaque goutte posée partout sur moi. Allez, venez! Sur mon nez, au bord des yeux, toutes, pour les faire envoler, mais quelques pas plus loin, le temps qu'elles s'éclaboussent dans le partout du ciel, et leurs ailes à briller. Ici, la chatte ne venait pas. Parfois, je l'entendais crier.
un feulement sourd, comme pour m'avertir. Mais qu'aurais-je pu comprendre, n'y flairant aucune bête? Comment aurais-je reconnu l'odeur de l'homme, moi qui l'avais tant oublié? Je vais tout de suite lui passer le micro. Merci. Bon, bah, je vais te le repasser tout de suite. On va improviser. Non, vas-y, c'est tellement délicat. La rencontre avec ce texte en janvier 2014 a changé une partie de ma vision de tout. En tant que comédienne, en tant que pédagogue, en tant que... Ça a fait naître un désir de mise en scène qui était sommeillant jusqu'alors, mais qui ne trouvait pas à se révéler sur quelque chose. Ça a permis de cristalliser un univers qui était là aussi depuis longtemps, mais qui ne trouvait pas d'endroit où se greffer. Et la décision de le monter et de l'interpréter, qui est quelque chose de pleinement assumé, parce que j'ai beaucoup de questions à ce niveau-là. Voilà, je suis très accompagnée par notamment Chantal Delacote, qui a suivi Pascal Quignard et Marie Vial. Je ne sais pas si vous avez vu les spectacles qui se sont faits. Voilà. Que dire? C'est difficile de parler après. La scénographie et le son. Bah oui, c'est ça. Alors, oui, puisque je cite l'équipe, donc la scénographie est assurée par Clémence Delille, qui est ma sœur avec qui j'ai monté la compagnie, qui est actuellement élève au TNS en scénographie. Voilà. Et puis le son, parce que le texte a été écrit par Anne pour plein de raisons, notamment c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au son et c'est une recherche que nous avons en commun. Et l'idée de Je suis la bête au départ, c'était d'écrire un texte pour sa sœur qui est atteinte d'une maladie dégénérative au niveau des oreilles et qui va devenir sourde, et de capturer les sons dans un livre. C'est quelque chose qui est très fort dans cette écriture-là. Je ne sais pas si en si peu de temps on l'a autant à ce point-là, mais quand elle est dans la forêt, on a vraiment tous les sens qui sont en éveil sur l'écriture, et particulièrement l'audition. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus, donc j'ai fait appel à un architecte sonore qui s'appelle Jean-Marc Lotel, et qui ont créé un dispositif ambisonique, on appelle ça, avec des grands mots, qui entourera le spectateur et qui sera immergé dans tout un tas de propositions sonores. La lumière aussi, c'est très important, parce que c'est esquissé là, mais c'est un spectacle assez sombre. Enfin, donc il faut une très très bonne éclairagiste pour éclairer très peu. Et c'est Elsa Révol qui a fait les lumières pour Mnouchkine, la comédie française. Et surtout qui travaille avec la compagnie 14-20, que certains connaissent peut-être, la magie nouvelle, la nouvelle illusion. Et donc il y a un travail d'illusion aussi qui sera proposé sur le plateau. Voilà, pour donner un peu... On a des dossiers, pour ceux qui sont intéressés, dans lequel il y a des photos de la maquette. Et on se rend compte que voilà, c'est un dispositif scénique particulier avec des velours, voilà, qui font penser aux terriers, aux peaux de bête, au côté étouffé, qui absorbent et le son et le... Il y en a tout un... Ouais, super. Et la lumière, donc avec laquelle il faut jouer et inventer tout un tas de choses. Je sais pas si... Moi j'ai une question sur la distribution, il y aura combien de monde au plateau? Alors la distribution, c'est moi qui porte le projet sur scène en tant que comédienne. Voilà, oui. Moi je suis comédienne à la base, ma formation c'est la Comédie de Saint-Étienne, etc.
Et c'est vrai que c'était une évidence, j'arrivais pas quand je me suis posé la question de le mettre en scène, je me suis posé la question bien sûr d'engager une comédienne qui pourrait le porter, mais je suis incapable de faire résonner chez quelqu'un d'autre l'endroit qui vibre pour moi sur ce texte, donc je me suis retrouvée confrontée à la situation, et maintenant, après beaucoup de réflexion, le choix d'être très accompagnée aussi, par notamment Chantal, me permettent d'être très libre et de pouvoir passer de l'un à l'autre en disant, quand je suis comédienne, vraiment, quand je fais la mise en scène, je fais vraiment la mise en scène, et je ne suis pas schizophrène. La création, ce sera en fin janvier, début février à Equinox, à Châteauroux. Les coproducteurs ne sont pas nombreux, c'est nous autres et le Théâtre de l'Union à Limoges, le CDN. Voilà, donc tout le monde est... Il y a de la disponibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ma question, pour comprendre, c'est une petite boîte noire, en quelque sorte. Oui, à la base, c'est une boîte noire. Faiblement, un univers donc très sombre, faiblement éclairé sur la comédienne. Et sur le plateau, il se passe quoi? En dehors de ce qu'on peut imaginer, tout à fait introverti, on va dire. Et il y a déjà tout un tas de choses qui sont suggérées dans le décor, parce que les velours ne sont pas placés exactement en boîte noire, il y a une base de boîte noire, et puis le décor en fait va être mouvant à certains moments, tiré soit par la comédienne, soit articulé à d'autres moments. Il y a des grands fils qui vont le tenir, donc le dresser, puisqu'elle arrive... L'histoire de Méline, c'est qu'elle va re-rencontrer les humains à la suite de son voyage auprès des abeilles, être découverte, puisque bien sûr ce sont des ruches, donc il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui vient récupérer le miel dans les ruches, qui tombe sur Méline. Et comment cet homme, qui s'appelle Limaï dans le roman, et qui dans cette version s'appelle l'homme des abeilles, va l'emmener chez lui et essayer de l'éduquer en cherchant à la civiliser, en lui rendant des attributs humains, et va faire d'elle une bête. Voilà, donc il y a toute une partie qui se passe aussi chez les humains. Il cherche à la baptiser, évidemment ça se passe mal. Et voilà, donc il fallait que le décor puisse rendre aussi ces deux choses-là. Au niveau du jeu, c'est des déplacements, des jeux d'illusion qui m'intéressent, parce que tu as la sensation, peut-être à certains moments, qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est sur le plateau, et le dispositif sonore, il va nous aider à ça, puisque c'est un travail au micro. Donc on peut très bien choisir de diffuser la voix derrière vous. Enfin, je ne veux pas trop en dire, mais sur le côté, une voix qui circule. Voilà. L'idée, c'est de mettre le spectateur dans une situation un peu de réaction à l'instant. Donc immersif, sensible, et puis peut-être après sa capacité d'analyse, elle prendra le dessus, mais moi ça m'intéresse de travailler sur ce petit moment où dans les spectacles, on l'a tous vécu, on a un truc du corps qui se met à parler, et puis après on réfléchit, on analyse, mais d'aller faire appel à ça. Et pour ça, il faut le surprendre, jamais dans la violence, parce que moi c'est quelque chose qui m'horripile. Enfin, je vis très mal en tant que spectatrice, jamais dans le choc, jamais dans le trop fournissement de choses, mais plutôt toujours dans la suggestion, dans l'accompagnement, dans laisser venir le public à nous, lui ouvrir la porte pour que lui, il aille tranquillement, en confiance, venir se plonger. Voilà. Et tout ça, ça induit des tas de choses au niveau de l'interprétation. Après, quand tu as donné des déplacements précis, c'est pas encore... Ça sera frontal? Ouais, c'est ça. Oui, le dispositif est frontal, mais le son ne l'est pas. Pour vous êtes au plateau, le public Voilà. dans la salle. Voilà, le public est dans la salle, et le son est installé de manière très simple. Ça peut se faire dans plein de salles, c'est pas un problème, avec simplement des enceintes qui diffuseraient derrière, et voilà, qui permettraient de jouer avec ça. Qu'est-ce que... Question? Moi, j'ai juste la sensation qu'entre... ça transparaît pas forcément dans ces deux extraits-là, mais entre les trouvailles langagières d'Anne Cibran, il y a vraiment des trouvailles, des néologismes, et une musique particulière, la puissance d'évocation de Julie. Ces deux éléments-là se suffisent à eux-mêmes. Enfin, voilà, la lecture à la SACD, en tout cas, aujourd'hui je suis trop dedans. Mais il y a une économie de moyens qui coule de source. Non, mais c'est vrai que, pardon,
c'est vrai qu'on quand on parle de son et tout, effectivement, c'est bien qu'on ait la notion du suggestif, parce qu'effectivement, si on rentrait, je crois, enfin, moi je me dis en tant que spectateur, si je rentrais dans du figuratif, que ce soit par le son ou la scénographie, je crois que ça abîmerait en fait déjà le rapport au langage qui met, comme l'a très bien dit, le sens en éveil et qui est déjà un langage très, je sais pas, très, voilà. Ben, c'est une remarque très juste parce que c'est ce à quoi on a été confronté dès le début, c'est-à-dire l'intention elle n'est pas du tout ni d'être dans l'illustration ou la figuration, les sons qui sont proposés sont des sons qui sont... moi je les qualifie comme ça parce que le travail de Jean-Marc il est particulier, c'est-à-dire il va peut-être partir de sons qui sont réels mais ce ne sera pas du tout une diffusion illustrative, c'est-à-dire avec parler... Enfin, le danger de tout ça, c'est de paraphraser en parlant des oiseaux et en ayant le bruit des oiseaux. C'est absolument pas le cas, ni en cherchant à produire une forêt sur le plateau. Scénographiquement, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Les images que je donne au niveau du terrier et tout, c'est pour qu'on essaie de voir quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est pas c'est la direction dans laquelle on ne voudrait pas aller. Tu peux dire deux mots de Knud Victor? Oui, ah oui, Knud. Knud Victor, c'est un monsieur qui est décédé malheureusement en 2013, mais le roman lui est dédié. C'est un peintre à la base danois qui est venu s'installer dans le Luberon, parce qu'il était attiré par la lumière comme plein de peintres, et il n'a jamais réussi à peindre quoi que ce soit là-bas. Par contre, il s'est intéressé au son. Il a complètement basculé et c'est devenu un enregistreur, un créateur de sons. Je ne sais pas si on connaît très peu de choses de lui parce qu'il n'y a plus grand-chose. La symphonie du Luberon, voilà, qui est toute une grande symphonie qu'il a composée à partir de sons qu'il a retravaillés, qu'il a enregistrés. Mais à l'époque, c'était vraiment un gars qui vit dans une cabane dans le Luberon et qui enregistre avec des couvercles de casseroles, les verres à bois dans une armoire, ce genre de choses. Il a été... c'est hyper intéressant de voir son travail et sa recherche. Voilà. Oui, et ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la suggestion, oui, c'est très important. C'est pour ça qu'il y a aussi tout ce travail sur le silence. Je suis timide, donc bavard. Et quelqu'un d'autre dans la famille, c'est Yann Parentoen, l'ex-preneur de son de France Culture, et notamment... ces quelques minutes où c'était juste un reportage sur le fait d'abattre les arbres en forêt, sans aucun son, juste le bruit de la cognée de la hache et de l'effondrement de l'arbre. C'était bouleversant, il n'y avait pas un mot plaqué là-dessus. Je notais. Merci. Il y a des questions encore? Alors, on va remercier